Quels sont les enjeux de l'année 2023 sur le plan diplomatique, économique et sécuritaire en République démocratique du Congo? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question dans ce nouveau numéro de votre émission. Nous parlerons également de la levée du régime de notification sur l'achat d'armes qui commence déjà à avoir des conséquences avec la première acquisition du matériel militaire en provenance justement de la Turquie. On en parle justement avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique et expert en politique extérieure, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci de m'accueillir. Bonne année surtout. Merci à vous, merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord avoir votre réaction sur ce qui s'est passé récemment au Congrès américain. Le républicain Mark Carty a été élu après plusieurs jours de vote sans speaker de la Chambre des représentants, un fait quand même inédit. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, non seulement est inédit, mais montre à quel point la société américaine, à l'heure actuelle, est traversée par de nombreuses lignes de fracture, et ces lignes de fracture se reflètent au sein même du parti républicain, où vous avez grosso modo les partisans de Trump, vous avez le Tea Party, vous avez une frange plutôt radicale, qui est beaucoup plus, je dirais, portée vers une Amérique certes hégémonique, dominatrice, mais repliée sur elle-même, contrairement à ceux qui sont plutôt partisans d'une Amérique exerçant ses missions régaliennes dans un État-providence, mais en étant bien évidemment ouvert sur le monde. Cela étant, c'est quelque chose qui, à mon avis, gardera les traces, et on verra d'ailleurs comment est-ce que les choses s'articuleront pour le Parti républicain lorsqu'il faudra désigner de manière définitive celui qui sera bien tout simplement chargé de porter les couleurs de ce parti lors des élections de 2024. Alors vous avez suivi de près ce dossier. Qu'est-ce qui bloquait justement la machine? Précisément, à la fois les enjeux, mais surtout les objectifs poursuivis. Vous savez que lors des dernières élections, ça s'est joué à très très peu de choses, et on a, pour ceux qui avaient pronostiqué en fait une montée en puissance du Parti républicain, cela s'est fait de manière relativement faible, puisque les démocrates ont réussi à amortir le choc, ce qui a induit nécessairement en interne dans le Parti républicain un certain type d'affrontement pour essayer d'identifier quels étaient éventuellement les responsables de cette débâcle, mais surtout ceux qui aujourd'hui considèrent que le Parti républicain, certes dominateur et majoritaire au niveau du Congrès, n'aura peut-être pas les coups des franches dans la politique qui sera menée dans les prochaines années. Vous pensez que les Américains n'oublieront jamais ce qui s'est passé justement? Parce que c'est depuis 100 ans que l'Amérique n'a jamais connu ça. C'est une étape importante, ce qui montre bien qu'au sein du Parti républicain, il y a un vrai débat, et qu'aujourd'hui, vous avez des clans, ou en tout cas des groupes qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser marcher sur les pieds et entendent bien s'exprimer et se faire entendre au sein de ce parti. Alors on va entrer très rapidement dans notre vif du sujet. Agression rwandaise, le taux se resserre autour de Kagame. Vous êtes expert en politique étrangère. Le Conseil de sécurité venait il y a quelques jours justement de lever la mesure de notification sur l'achat d'armes. La RDC peut donc aujourd'hui se procurer des armes. Est-ce qu'on peut parler au jour d'aujourd'hui d'une victoire diplomatique? Indéniablement, dès lors que ce régime des sanctions portait préjudice à la République démocratique du Congo, il faut bien remettre les choses dans le contexte. L'embargo sur les armes frappait d'abord et surtout les groupes armés pour pouvoir lutter contre la dissémination et la prolifération des armes. La RDC a été, malgré elle, victime de ce régime des sanctions, puisque la capacité de la RDC à pouvoir s'équiper a été considérablement réduite dès lors qu'il y avait ce système des notifications. En levant ce système, nous réussissons aujourd'hui à accroître les capacités opérationnelles de l'armée, et c'est un travail diplomatique de longue haleine qui a été mené par notre diplomatie, et je pense que nous pouvons nous en réjouir. Quelle est la stratégie qui a fait bouger les lignes, justement, selon vous? D'abord, lorsque le régime des sanctions avait été reconduit à la fin du mois de juin, on a vu que sur les 15 membres du Conseil de sécurité, 2 membres
permanents, en l'occurrence la Chine et la Russie, se sont abstenus aux côtés des 3 pays africains qui siègent encore au Conseil de sécurité en tant que membres non permanents. On va le rappeler, le Kenya, le Ghana et le Gabon. Quand on leur a posé la question de savoir pourquoi ils s'étaient abstenus, ils ont tout simplement évoqué le fait que cette résolution, à l'époque, violait la souveraineté de la RDC. Et il est vrai que dans les faits, lorsque l'on a analysé la situation froidement, on s'est effectivement rendu compte qu'il n'était pas normal qu'un pays agressé ne soit pas en capacité de s'équiper. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous pouvons nous en réjouir. Vous pensez que la mobilisation de la population y est aussi pour quelque chose? Il y a eu une convergence d'initiatives, d'événements et de faits qui ont rendu cette démarche non seulement crédible, mais pertinente, ce qui a permis finalement d'arriver à ce résultat. Alors on vient d'acquérir du matériel militaire en provenance de la Turquie. La Turquie a fait preuve, selon vous, d'une bonne volonté de nous aider justement. Tout le monde connaît les liens qui unissent la Turquie à la République démocratique du Congo. La Turquie est un pays fiable dans ses engagements. Et je pense que cela traduit bien évidemment cette volonté d'un pays, frère et ami, d'aider un autre pays à pouvoir précisément se donner les moyens de pouvoir gagner cette guerre. Donc vous pensez que d'autres pays qui se disent partenaires de la RDC devraient également agir de la même façon, devraient emboîter les pas bien évidemment, à la Turquie. À partir du moment où vous avez un complexe militairement industriel issu de ces différents pays et que vous avez des entreprises qui fournissent justement ce matériel, quelle que soit l'origine même de ces pays, oui, effectivement, il devrait y avoir à ce niveau-là une dynamique qui devrait se créer en notre faveur. Alors, Henri, je voudrais qu'on s'y attelle vraiment sur cette situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est. On assiste depuis la fin de l'année dernière à une pluie des condamnations. La France a condamné, l'Union européenne également, les États-Unis. Ils ont condamné en citant nommément le Rwanda, qui selon eux soutient les rebelles du M23. Qu'est-ce que ça signifie pour Kinshasa? C'est un véritable tournant, parce que nous n'avons jamais été habitués à ce type de réaction, et ça marque effectivement indéniablement un isolement de Paul Kagame sur la scène internationale. Nous avions été dans le passé habitués à des condamnations extrêmement timides, où on avait le sentiment de ménager la chèvre et le chou. Cette époque est totalement révolue, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, compte tenu des enjeux, mais surtout de la position géopolitique et stratégique de la RDC, personne n'a intérêt à avoir une RDC faible, agressée par des voisins velléitaires aux visées expansionnistes. Donc cette époque-là est désormais révolue, je l'espère en tout cas. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est de dépasser le cap des condamnations et de franchir celui des sanctions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un dernier rapport des experts a été rendu public au mois de décembre, un rapport accablant. Il faut aujourd'hui que l'on passe. D'ailleurs, je rappelle que les ONG congolaises demandent au Conseil de sécurité de pouvoir sanctionner les dirigeants justement du régime de Kigali. Tout à fait. Il y a deux choses qu'il faut absolument, mettre en œuvre et de manière concrète. La première, c'est en dehors de l'examen de ces rapports, c'est donner l'opportunité aux membres permanents et non permanents d'en débattre afin d'aboutir à de véritables sanctions, parce que juste ici, si Paul Kagame et son régime ont réussi à passer à travers les mailles du filet, c'est précisément parce qu'il y a encore des pays au sein des Nations Unies, mais plus particulièrement au sein du Conseil de sécurité, qui préfèrent ménager ce pays qui, il faut bien le rappeler, depuis de longues années, vit en situation de rente sécuritaire par rapport à la RDC, et c'est une situation qui doit impérativement cesser. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à ces sanctions, Henri, quand on sait que la communauté internationale parfois fait preuve d'une certaine duplicité? Est-ce qu'on va arriver à ces sanctions contre les dirigeants rwandais? Personne n'avait vu venir la levée des notifications. On y est parvenu, même si ce régime était obsolète depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, un cap a été franchi. Nous sommes dans un véritable tournant qui consacre l'isolement diplomatique de Paul Kagame. Aujourd'hui, on sait très bien que si avenir il y a sur le continent africain, avec un impact éventuel sur le reste du monde, il partira de la RDC et pas du Rwanda. Voilà, donc ça déjà, sur le papier, disqualifie le Rwanda. Le Rwanda aurait plutôt intérêt, je parle de Paul Kagame évidemment, à revenir à de meilleurs sentiments et en privilégiant en fait les relations de bon voisinage, qui constituent d'ailleurs l'un des piliers de notre politique extérieure, plutôt que d'avoir un comportement irrationnel, velléitaire et agressif vis-à-vis d'un pays qui n'a de cesse
de tendre la main à ses voisins. Donc vous voulez dire, si je comprends bien, qu'il faut rester optimiste et croire que la communauté internationale pourra faire plus. La communauté internationale est aujourd'hui tiraillée entre plusieurs logiques qui peuvent parfois être antagonistes ou contradictoires. Aujourd'hui, il est important de savoir que l'avenir d'une partie de l'humanité se joue en RDC et que personne n'a intérêt à voir ce pays agressé ou affaibli. Ok, alors pensez-vous que les pourparlers de Nairobi souffrent aujourd'hui d'exécution, puisque les M23 continuent d'occuper justement nos territoires, même s'il y a eu un semblant de retrait de Kibumba. On annonce même qu'ils ont quitté justement le camp militaire de Rumangabo avant-hier. Est-ce qu'on peut dire que au jour d'aujourd'hui, les pourparlers de Nairobi souffrent d'exécution? Bon, d'abord, vous savez que les pourparlers ont été interrompus et vont reprendre dans quelques jours, ça c'est une première chose. Et puis les pourparlers de Nairobi, c'est d'abord et avant tout le volet interne du conflit, puisqu'il met en présence d'autres groupes armés qui se sont engagés lors des discussions précédentes à pouvoir rendre plutôt disponible pour que l'on puisse éventuellement mettre en œuvre ce fameux programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation qui permettront à ces groupes armés de revenir dans la communauté nationale. Le M23, vous le savez, n'est pas directement partie prenante à ce processus puisque c'est plutôt le volet externe du conflit, celui de Luanda, qui a défini la fameuse feuille de route dans laquelle il y a, dans les points qui ont été exigés, effectivement un cessez-le-feu et un désengagement des différentes positions occupées par le M23, et c'est précisément la force régionale qui a été mandatée avec le comité ad hoc de vérification pour que tout cela soit rendu effectif. Aujourd'hui, vous avez évoqué Rumangabo et éventuellement d'autres zones, même si, il faut bien le dire, nous devons rester extrêmement prudents parce que vous n'êtes pas sans savoir que les FARDC, dans un communiqué, avaient alerté l'opinion sur le fait qu'il ne fallait pas se laisser manipuler ni abuser par les annonces qui avaient été faites. Il faut rester effectivement très très prudent, mais il est vrai que la RDC, étant engagée notamment dans ce processus de Luanda, entend bien respecter sa part de contrat, mais en veillant sur le fait que sa souveraineté libre et souveraine sera de toute façon exercée en cas de difficulté, et ça ne souffre d'aucune contestation. Est-ce que l'option coercitive vis-à-vis du M23 qui résiste, qui continue d'occuper justement nos territoires, est-ce que l'option coercitive ne serait pas idéale? Alors là, vous parlez de la force régionale ou bien des FARDC? Les FARDC, justement. Alors, pour ce qui est des FARDC, les FARDC n'ont pas à se justifier à ce niveau-là. Restaurer l'autorité de l'État dans les zones... Pas plus tard qu'il y a quelque temps, il y a eu des frappes de nos avions Sukhoi, justement, contre les positions du M23. Les FARDC n'ont pas à se justifier par rapport à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones qui sont concernées. Nous avons, dans une démarche extrêmement ouverte, accueilli la force régionale qui veille effectivement au désengagement des positions du M23, mais cela ne doit pas, nous faire baisser les bras. Nous devons rester extrêmement vigilants parce que l'objectif, c'est que le M23 dépose les armes et puisse s'engager dans un processus comme tous les autres groupes armés concernés par le processus de Nairobi. Alors, la crise demeure toujours. Ça inquiète les Congolais, puisque nos territoires demeurent toujours sous occupation. Vous êtes expert en politique étrangère. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui pour mettre fin à cette crise, pour l'endiguer justement? Bon, d'abord, on pense beaucoup à la force régionale parce que on a tous pensé que son mandat était offensif. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, il s'agit beaucoup plus d'accompagner en fait cette fameuse feuille de route qui a été élaborée pour essayer justement de créer les conditions d'un retour à la paix rapide. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que la République démocratique du Congo, il faut bien le rappeler, fait face à une agression extérieure avec un groupe rebelle qui en réalité n'est qu'un supplétif d'un pays voisin belliqueux. Et donc, nous n'avons pas à nous excuser de vouloir bouter ou de mettre hors d'état de nuire ces gens-là. Pour autant, nous nous sommes engagés avec des partenaires internationaux à faire en sorte que les conditions d'un retour à la paix
reviennent. Je pense que la RDC, qui est fidèle à ses engagements, les respectera, mais à l'inverse, il est très important de rappeler qu'en aucun cas, il sera question de transiger sur l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, il y a quand même une polémique, on ne peut pas ne pas le dire. À chaque fois que le M23 se retire, il laisse la place à la force régionale, et cela est quand même un tout petit peu mal compris par la population. Ce que la population doit comprendre, et je vois effectivement qu'il y a une impatience tout à fait légitime, c'est que la force régionale, lorsqu'elle a décidé en tout cas d'être déployée à travers les différents pays qui la composent, sont venus non seulement aux côtés des FRDC pour sécuriser cette partie du territoire, mais pour mettre en œuvre les différentes résolutions et recommandations, notamment de Luanda, à travers notamment la feuille de route, pour pouvoir parvenir à une normalisation de la situation. Il faut bien avoir présent à l'esprit que la force régionale ne sera pas là éternellement, elle nous aide aujourd'hui. Sa mission sera vraisemblablement limitée dans le temps, puisqu'il y a des questions de financement qui finiront par se poser, mais son objectif, en tout cas, dans un premier temps, c'est de pouvoir récupérer les positions qui sont abandonnées ou libérées par le M23 pour permettre un retour à la normale et le retour de l'administration nationale dans ces zones-là où, il est vrai, le M23 a eu à exercer de manière assez dantesque ses responsabilités. Donc l'objectif, dans un premier temps, avec la force régionale, justement, c'est de revenir à une situation normale qui permette à notre gouvernement de retrouver toute son autorité dans ces zones. Alors, je l'ai annoncé en prélude de notre émission, les enjeux diplomatiques, économiques et sécuritaires pour l'année 2023. Lesquels sont-ils selon vous ? Je pense que pour ce qui est de notre pays, nous avons la chance de figurer parmi les 10 pays africains qui connaîtront une croissance économique hors norme en 2023. Il faut savoir que selon le Fonds monétaire international, la RDC aura un taux qui variera entre 6 et 6,70% de croissance, ce qui est quand même appréciable, et cela s'explique en partie par une forte demande vis-à-vis du secteur extractif, et on pense évidemment aux minerais stratégiques comme le cuivre, le cobalt, le lithium, qui alimentent une industrie occidentale qui est en forte demande, et cette même industrie occidentale est en rupture d'approvisionnement suite à la situation qui prévaut bien évidemment en Ukraine. Donc la RDC pourra tirer son épingle du jeu, mais il faudra... C'est sur le plan économique. Sur le plan économique. Et sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, je pense que la dynamique qui a été impulsée par le chef de l'État devra se poursuivre, car nous ne devons pas rester sur des victoires diplomatiques. Ces victoires doivent être consolidées et nous devons ouvrir d'autres fronts. Je rappelle que pour ce qui est de 2023, nous avons un rendez-vous assez important, déjà à la fin du mois de janvier avec l'arrivée du pape. Nous avons ensuite du 28 juillet au 6 août l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui mettra la RDC véritablement au cœur du sujet. Et nous aurons évidemment la COP28 dans les pays, aux Émirats Arabes Unis, où là aussi, il faudra rappeler... J'aimerais vous prendre au mot, vous avez évoqué l'arrivée, avant que ça ne m'échappe, vous avez évoqué l'arrivée du pape, oui, le 31. Bien sûr. Ça sera jusqu'au 3 février. Oui. Qu'est-ce que ça apportera, justement? Parce que le pays est confronté à plusieurs problèmes, justement. C'est vrai que le pays est confronté à plusieurs problèmes, mais le pays ne doit pas pour autant perdre son statut et son rôle de premier plan. Nous sommes l'un des pays catholiques les plus peuplés au monde. Je crois que c'est la 2e fois que nous allons accueillir un pape dans notre pays. Et je pense que la symbolique liée à cette présence peut être capitalisée sur le plan diplomatique, car je répète encore une fois, le pape a eu des mots extrêmement forts pour condamner notamment ce qui se passe à l'Est. Ce serait une manière aussi de montrer que la RDC revient au cœur de l'agenda international. Vous pensez que son rôle peut nous être utile aussi dans le rétablissement de la paix dans la partie est de notre pays? C'est un processus de longue haleine. On ne va pas régler le problème d'un coup de baguette magique, mais je pense que toutes les opportunités sont bonnes à prendre ou à saisir. Alors les enjeux, vous avez évoqué les enjeux économiques diplomatiques et sécuritaires.
Évidemment, nous serons bien évidemment attentifs à l'évolution de la situation à l'est de notre pays. Maintenant que nous avons la possibilité d'accroître nos capacités opérationnelles, avec notamment la levée de ces notifications, maintenant que nous avons l'opportunité de pouvoir mener de front un certain nombre d'opérations pour essayer de réduire la capacité de nuisance du M23, nous pouvons espérer des résultats concrets qui permettront à notre pays, en tout cas au gouvernement, de restaurer son autorité dans les parties concernées à l'heure actuelle. Au jour d'aujourd'hui, quel est le rôle que la RDC devrait jouer sur l'échiquier international selon vous? Alors, là, vous me tendez la perche, parce qu'au niveau environnemental, la position de la RDC ne fait pas de débat. Nous sommes au cœur véritablement d'enjeux importants. Nous avons une empreinte carbone négative. Nous absorbons plus de CO2 que nous n'en émettons. Nous sommes positionnés comme pays solution. Il nous appartient de pouvoir mettre en valeur ce statut et faire en sorte que nous puissions être au cœur de tous les enjeux et de tous les débats. Alors, votre dernier mot, on est en train de chuter déjà. C'est la bonne année. Donc, le 12 janvier, le JT diplomatique présente ses vœux au corps diplomatique notamment, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous font confiance depuis bientôt 3 ans. Henri, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes producteur associé du JT diplomatique et expert en politique étrangère. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles au programme de Télé 50.